Bonjour à tous. Dans cette vidéo qui sera peut-être un peu longue, mais je vais la chapitrer pour que vous puissiez naviguer facilement dedans, je vais revenir sur la fin du semestre en logique et notamment sur le partiel dont je vais vous proposer une correction. Je viens de finir de corriger les copies. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous avez passé de meilleures vacances que moi et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Avant de commencer à regarder le sujet, quelques précisions. Sur cette chaîne, je ferai probablement au semestre 2 d'autres vidéos qui s'adresseront à des cours de master pour la compilation. Donc voilà, ne soyez pas surpris de voir apparaître des sujets que vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez les regarder par curiosité ou vous désabonner. Je referai des vidéos pour la L1 à partir de l'année prochaine, probablement, pour la nouvelle mouture du cours de logique. Ceci dit, parlons du partiel que je viens de finir de corriger. On va revenir sur chacun des exercices. Je viens de mettre sur Célène le sujet pour que vous puissiez le regarder. Première remarque, sachez que le sujet, donc bon, comme c'est souvent le cas, il y avait plusieurs versions pour éviter la triche. Donc si vous voyez des questions qui sont légèrement différentes de ce que vous avez le souvenir d'avoir eu, c'est normal. Je présente qu'un seul des sujets, comme les différences sont très légères, mais je n'ai finalement qu'une seule copie qui comporte les bonnes réponses correspondant à un autre sujet. Donc à part pour ce cas de figure, ça va. C'est le genre de fraude un peu idiote, évitez de le faire puisque ça se voit assez rapidement. Ceci dit, commençons la correction. Donc regardons ce premier exercice qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'était pas le plus facile, loin de là. C'était peut-être même le plus difficile, peut-être parce que les questions de formalisation, surtout en propositionnel, étaient les premières qu'on avait vues dans le semestre, donc ça datait un peu. Et puis il y avait quelques subtilités. Ici le sujet faisait appel à quelques finesses de langage qui sont pas forcément faciles à appréhender. On va y revenir. Remarquez tout de même que c'est un exercice qui apparaissait dans les feuilles de TD qui vous étaient fournies. Donc il était quand même possible de réfléchir à la question en amont si vous preniez le temps de regarder les exercices non traités en séance. Donc voilà pour contrebalancer peut-être cette difficulté et encourager et récompenser les révisions actives. Donc nous avons dans cet exercice deux variables propositionnelles, d'accord, donc on a P et Q, qui nous sont données avec leur signification lumière allumée, circuit ouvert, et des phrases à formaliser en logique propositionnelle. Donc commençons par regarder la première. Alors la première, elle a posé des difficultés à beaucoup d'entre vous, je pense, car il y avait cette locution, il y avait la locution si et seulement si. Alors si et seulement si, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue logique? C'est une formule qui veut dire qu'on a une équivalence, c'est-à-dire que la proposition de gauche va être vraie à chaque fois que celle de droite va être vraie, et vice-versa. Donc il y avait plusieurs bonnes réponses possibles. Il y avait une bonne réponse possible, mais il y avait deux façons de l'écrire. La première, c'était de dire « Ok, la lumière est allumée » et j'autorisais ce symbole d'équivalence éventuellement. Je n'avais pas précisé dans le sujet qu'il était interdit. Et le circuit est fermé. Donc circuit est fermé, hop, on a ici une négation. Circuit fermé, c'est la négation de circuit ouvert. Donc voilà, c'est la réponse que j'attendais. Il n'y avait pas d'autres connecteurs possibles. La seule autre possibilité, c'était d'écrire l'encodage de l'équivalence. Vous vous rappelez que si et seulement si, cette double flèche, une façon de la représenter, c'est de mettre justement les deux implications. Donc A est équivalent à B si A implique B et B implique A. Alors, évidemment, il faut que ce soit les mêmes formules, que ce soit P et non Q et P. C'est-à-dire si vous avez inversé la négation, si vous avez fait P implique non Q et non P implique Q,
ou des variations comme ça, ça ne marchait pas. Donc ça, c'était les deux seules réponses possibles qui étaient attendues pour cette question. Ok. Question 2. Si la lumière est éteinte, alors le circuit est ouvert. Bon, ici, pas de difficulté. On a la négation. Éteint, c'est la négation de allumé. Et circuit est ouvert, c'est juste la variable Q. Donc ici, c'est un si alors, non P implique Q. Voilà, pareil, hein, c'était la seule réponse possible. Pour la 3, petite subtilité également, on voit ici que si le circuit n'est pas fermé, alors la lumière n'est pas allumée. Donc pour la partie de droite de l'implication, bon, on a une implication, hein, c'est un si alors. De toute façon, toutes les formules sont des implications ici. Donc alors la lumière n'est pas allumée, donc on a bien la négation de P. Par contre, en première, dans la position de l'antécédent de l'implication, il y avait une subtilité qui est que on a bien le pas qui apparaît ici. C'est-à-dire que c'est bien une négation qu'on vous demande. Quand on dit machin n'est pas vrai ou truc n'est pas vrai, on vous demande la traduction littérale. Quand on demande de formaliser un énoncé, on vous demande pas quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire que si vous avez traduit ça par Q, tout simplement, parce que si le circuit n'est pas fermé, ça veut bien dire qu'il est ouvert, on est d'accord, c'est équivalent, mais là on n'est pas en train d'essayer de démontrer des trucs, de parler d'équivalence, donc le Q ne marche pas, parce qu'il ne rend pas compte de la négation qui apparaît dans la phrase. Bon, si vous mettiez la lettre Q sans... toute seule, j'enlevais pas tous les points, mais je mettais que la moitié, c'était pas correct. La formulation qui était attendue, c'était celle-là. C'est parce qu'on a ça qui veut dire le circuit est fermé, et la négation devant qui veut dire le circuit n'est pas fermé. Voilà. Le fait qu'on sache nous que c'est la même chose que Q, ça doit pas apparaître dans une formalisation, qui est vraiment une traduction littérale. Okay, si on vous demande de traduire quelque chose du français vers l'anglais, on vous demande pas de trouver d'écrire quelque chose qui veut dire la même chose, ou qui, selon vous, est plus simple. Voilà, là c'est vraiment traduction. Ne vous y méprenez pas. Alors les deux suivantes un peu délicates aussi, parce que le seulement si que l'on trouve ici est pas forcément trivial à traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière est allumée seulement si le circuit est fermé. Et là, pour répondre à cette question, il faut faire appel au sens logique, littéralement. C'est-à-dire, la lumière est allumée seulement si le circuit est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière peut pas être allumée si le circuit n'est pas fermé, si vous voulez. Donc, en fait, là, la traduction, ça va être précisément de dire que si la lumière est allumée, alors le circuit est forcément fermé. D'accord? C'est ce seulement si, il veut dire ça. Circuit fermé, donc non Q. Voilà, il fallait pas se tromper de sens pour l'implication. Le seulement si veut dire ça n'arrive que dans ce cas-là, donc ça veut dire que si la lumière s'allume, je suis obligé d'avoir le circuit fermé. Ok, là c'est la subtilité, elle est c'est un peu sur l'intuition de l'implication, hein, j'en avais pas mal parlé en cours, mais sur le fait que on a envie de dire que c'est pas parce que la lumière est allumée que le circuit est fermé. Donc en fait la flèche elle ne nous présente pas quelque chose de causal ou de quelque chose comme ça. Mais en revanche, quand on regarde l'étape de vérité, le sens de la phrase, voilà, c'est si la lumière est allumée, alors le circuit est fermé. C'est forcément le cas, ça peut pas être autrement. Ok. Voilà. Ensuite, dernière phrase à formaliser. Pour que la lumière soit allumée, il suffit que le circuit soit fermé. Donc ici, on a la question de conditions suffisantes. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que pour allumer la lumière, il suffit de fermer le circuit. Ça veut dire que si on ferme le circuit, ça suffit pour allumer la lumière. Okay, si on le reformule comme ça devient clair que, en fait, je ferme le circuit, et si ça suffit pour allumer la lumière, ça veut dire que si je le fais, la lumière s'allume. D'accord?
Donc ça pareil, c'est un truc dont j'ai parlé en cours, qui est la notion de conditions nécessaires et conditions suffisantes pour une implication. Vous aviez une variante de l'exercice où au lieu de dire il est suffisant, on disait il est nécessaire. D'accord ? Nécessaire, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en profite pour faire ce petit rappel, c'est que quand on a une implication, eh bien là on a une condition suffisante, ça veut dire que il suffit que A se produise pour que B se produise, d'accord ? Et ici, on a une condition nécessaire. C'est celle-là qui est peut-être moins intuitive, parce que condition nécessaire, ça veut dire que si A se produit, on a nécessairement B. Voilà, c'est une autre. On ne peut pas ne pas avoir B. Si on a A, il faut qu'on ait B. Voilà, pour retourner-le dans toutes les formulations qui vous permettent de rendre ça un peu plus intuitif, mais voilà, c'était là qu'il y avait une petite difficulté. Alors, exercice 2, formule propositionnelle. Donc celui-là était... il était un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais il était plus facile dans le sens où si vous aviez révisé pour apprendre à faire la déduction naturelle et les tables de vérité, il y avait moins de subtilité, quoi. C'était une application plus directe de ce qu'on avait fait auparavant. Alors, la déduction naturelle, cette formule, elle est pas évidente parce qu'il y a un raisonnement par cas. Et si vous n'avez pas vu qu'il y avait un raisonnement par cas, normalement vous n'avez pas eu de point. Parce que ici, et ça j'ai insisté beaucoup dessus et je le répète pour l'avenir, avant de décrire la preuve, on va se demander pourquoi cette formule est vraie. D'accord, donc je vais l'écrire sur le côté. Hop, on va la faire dans un coin. On a donc P ou Q implique non P ou R implique Q. Donc, pour commencer ma preuve de déduction naturelle, hop, je mets ce symbole ici. Alors, pourquoi elle est vraie, cette formule ? Cette formule, elle est vraie parce que on a une hypothèse, d'accord ? C'est une implication. On peut déjà faire passer le P ou Q dans les hypothèses. Ça, comme je vous l'ai dit, déjà, on prend pas de risque à le faire. Okay, donc ici, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, en sachant ça, en supposant que ça c'est vrai, je peux en déduire ça. D'accord ? Vous êtes plusieurs à avoir fait quelque chose comme ça, à avoir fait P ou Q valide, dans ce cas non P par exemple. Okay, en faisant une introduction à gauche. D'accord ? Si vous faisiez ça, c'était pas bon, parce que là, logiquement, il y a un truc qui va pas. Il faut réfléchir à ce que veut dire la formule et pourquoi elle marche. Est-ce que en voyant ça, on peut conclure ? Non, on voit que si je sais P ou Q, je peux pas en déduire non P, parce que je sais pas si j'ai P ou Q dans mes hypothèses, je sais pas lequel des deux est vrai entre P et Q, donc si c'est P qui est vrai, de P, non P, c'est bien une conséquence logique, ça devrait marcher. Par contre, si c'est Q, là, ça marche pas, d'accord ? Donc ça, c'était pas bon. Et pareil pour l'autre sens. Donc là, le raisonnement qu'il fallait faire, c'était de dire, si je connais P, enfin, voilà, je sais que P ou Q est vrai, d'accord ? C'est ma supposition. Je fais mon raisonnement par cas. Si c'est P qui est vrai, dans ce cas, je peux en déduire non P, ça devrait marcher. Et si c'est Q, et dans ce cas, je peux en déduire R implique Q, parce que si le conséquent d'une implication est vrai, l'implication est vraie, d'accord ? Donc on fait le raisonnement par cas. Hop. On fait le raisonnement par cas, c'est l'élimination du OU. Donc, comment on fait un raisonnement par cas ? Déjà, on prouve une disjonction. Notre disjonction, c'est P ou Q. C'est ça qu'on doit connaître.
Et ensuite, à partir des deux possibilités, je dois montrer la même formule. D'accord ? Je vous renvoie à la règle de déduction naturelle pour vérifier ça. La même formule, c'est la conclusion de ma règle, donc non P où R implique Q. Et pareil ici, non P où R implique Q. D'accord ? Qu'est-ce que je fais avec ma partie gauche ici, le P ou Q ? Eh bien, comme P ou Q il fait partie de mon hypothèse dans la conclusion de la règle, j'ai le droit de le remettre en hypothèse ici, hop, et là ça me fait un axiome, ça c'est bon, ok. Et ensuite j'ai deux preuves à faire restantes. Donc de Q je dois déduire non P où R implique Q, et là j'ai le droit d'éliminer une des conclusions possibles, parce que de Q je sais que je devrais arriver à prouver R implique Q. Et ça c'est immédiat, il suffit juste de faire Q, R, et on prouve Q, et ça c'est un axiome. Ok. Ensuite, avec P comme hypothèse, qu'est-ce que je peux prouver pour avoir cette formule ? Eh bien, avec P, je peux prouver non P. D'accord ? Donc là c'est un ou introduction. À gauche cette fois, P prouve non P. Alors là vous êtes quelques-uns à m'avoir mis ça comme axiome ou à avoir caché la double négation quelque part qui disparaît dans la règle. Ça il faut le montrer, que P prouve non P, on n'a pas le droit de dire, même si on sait que c'est vrai, on n'a pas le droit de dire que c'est un axiome, ou on n'a pas le droit de mélanger ça dans notre règle. Comment on fait ? Eh bien, on peut faire une introduction de la négation, par exemple. Ça, si je suis ma règle, c'est P non P prouve faux. Ok, ça pareil, je devrais y arriver. P non P, c'est une contradiction. Donc, comment je fais pour prouver le faux ? Eh bien, j'ai l'élimination de la négation qui permet de faire ça. Il faut prouver d'une part une formule et d'autre part sa négation pour pouvoir appliquer cette règle. Est-ce que je peux faire ça avec les hypothèses P et non P ? Eh bien oui. Il suffit de les mettre au bon endroit, ça me fait des axiomes, et ma preuve est terminée. Ok ? Donc voilà la preuve qui était attendue. Donc là j'ai eu plusieurs bonnes réponses, hein. Vous êtes plusieurs à avoir réussi à la faire, et c'est très bien. Elle était un peu longue, mais j'ai pas l'impression que ça ait posé de problème à ceux qui avaient révisé leur déduction naturelle. Revenons maintenant à la deuxième partie de cette question 1, donc montrer que les formules non P et P implique faux sont équivalentes. Là je veux faire un point parce que j'ai vu beaucoup de réponses similaires qui se basent sur un raisonnement logiquement incorrect, et je veux qu'on en parle. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que si j'ai une preuve du faux à partir de P, eh bien je peux en déduire P implique faux avec l'introduction de l'implication, c'est correct, et je peux en déduire non P avec l'introduction de la négation, et ça c'est correct. Mais est-ce qu'on peut en déduire que les deux formules sont équivalentes ? Non, parce que ça suffit pas en fait comme argument. Dire que à partir de telle preuve on peut déduire la même chose, on peut en conclure des trucs, mais pas forcément que les formules sont équivalentes, parce que prenez par exemple, imaginez qu'on ait une preuve du faux, voilà, enfin qu'on ait une preuve du faux, voilà, deux fois. De la preuve du faux, je peux déduire avec la règle de l'absurde, je peux déduire une formule A quelconque, vous vous rappelez ? Eh bien, je peux aussi déduire une formule B quelconque, d'accord ? Ça c'est un exemple. Est-ce que je peux en déduire que les formules A et B sont équivalentes parce que j'ai réussi à les déduire à partir des mêmes prémices ? Non, évidemment, puisque A et B, je ne sais rien dessus, j'ai aucune information dessus, il n'y a aucune raison qu'elles soient équivalentes. Ça peut être une vraie, une fausse, enfin bon, bref, ça marche pas. Donc cet argument ne suffit pas. Si on voulait prouver que les deux formules sont équivalentes en utilisant ce genre d'argument, il faudrait le faire dans les deux sens. Il faudrait dire que
à partir des mêmes hypothèses on arrive à les démontrer, et que à partir des deux formules on arrive à montrer toujours la même chose. Bon, voilà, faudrait faire des allers-retours et utiliser les règles d'élimination et pas seulement d'introduction, d'accord. Donc plutôt que faire ce genre de choses, parce qu'en plus c'est pas dans le cours, il n'y avait pas d'informations sur l'équivalence avec ce genre de méthode, on va se rappeler ce que veut dire avoir deux formules équivalentes. Donc ça c'est pas bon, hein, comme raisonnement, puisque ça suffit pas comme preuve. Donc comment on montre que deux formules sont équivalentes? Eh bien, à nouveau, A équivalent à B, ça veut dire qu'on a A implique B et B implique A. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour montrer que non P et P implique faux sont équivalentes, il fallait montrer P implique faux implique non P, d'accord? Et non P implique faux. Ok, c'est les deux. C'était ça le raisonnement que j'attendais. Donc, d'ailleurs, petite remarque, j'en profite pour mentionner une autre réponse, un autre type de réponse que j'ai reçu souvent, c'est par exemple avoir une preuve de non P en déduction naturelle, ou une preuve de P implique faux en déduction naturelle. Voilà, j'ai vu ça sur beaucoup de copies. Ça c'est pas possible. Là vraiment il faut réfléchir logiquement à ce que vous faites quand vous raisonnez là-dessus. Est-ce que non P c'est une formule qu'on peut prouver? Non P c'est pas une formule qui est forcément vraie, on ne sait rien dessus. P implique faux, c'est pareil, c'est pas une tautologie, et il se trouve qu'en déduction naturelle on peut montrer que des tautologies. Donc si vous avez essayé de faire des preuves de ce style là, c'est que vous êtes allé trop vite. Voilà, il faut vraiment se rappeler qu'on ne prouve que des trucs qui sont vrais avec la déduction naturelle. Donc ce genre de choses, si vous pensiez avoir une preuve de ça, elle était forcément incorrecte. Okay. Alors, revenons à nos moutons. Donc, ces deux preuves, maintenant, faisons-les. C'est pas extrêmement compliqué une fois qu'on a posé les choses. Donc, on introduit l'implication. Ça pareil, hein. L'implication, dès qu'on peut, on l'introduit. On prend pas de risque, voilà. Et là on se retrouve avec non P, P prouve le faux, c'est la même chose que tout à l'heure. On l'a déjà fait, voilà, ça marche avec l'élimination du et. Ensuite peut-être un peu plus dur, c'est que vous avez eu plus de mal à faire celle de gauche. Peut-être parce que justement, comme il y a la formule du faux qui apparaît, vous avez cherché que des règles en lien avec le connecteur faux, ce qui est peut-être à la base de l'erreur. Donc on introduit la flèche, ensuite on introduit le nom, ce qui nous donne P implique faux, P prouve faux, et c'est ici que vous vous êtes trompé parfois. Alors que finalement, si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'ici, il y a juste à faire un modus ponens, c'est-à-dire que le faux, c'est une formule comme les autres, elle a un statut particulier à cause des règles spécifiques, mais de P implique faux et de P, je peux déduire le faux. Imaginez qu'à la place du faux ici, j'ai une formule A quelconque, bah c'est juste A implique B, A, je prouve B. Donc ici, on fait exactement ça. P implique faux prouve P implique faux, et on conclut donc en mettant ces deux axiomes, et c'est juste une élimination de l'implication. D'accord? Donc ces deux preuves, elles sont pas très compliquées. La difficulté, c'était peut-être de se rappeler ce que veut dire montrer une équivalence en déduction naturelle. Si on veut aller au bout, mais ça à la limite
c'était pas obligatoire, on introduit la conjonction pour dire qu'on a bien P implique faux, implique non P, et non P implique faux. Voilà, on parenthèse ça correctement, plac. Et voilà. Donc voilà pour la partie sur la déduction naturelle, donc qu'on a traité. Maintenant, deuxième question de cet exercice 2, les tables de vérité. On va passer dessus assez rapidement, puisque là vous avez assez de documentation pour vous corriger vous-même. Il y a eu quelques erreurs, mais globalement la plupart d'entre vous a réussi à les faire convenablement. Allons-y. C'est parti. Donc voilà pour le remplissage de la table. Alors, petite remarque, vous pouviez soit utiliser une seule table dans laquelle apparaissaient les deux formules, ici et ici. Bon, j'ai mis un alias pour que ça rentre. Ou vous pouviez faire deux tables séparées, une table de vérité à part entière pour la première formule, une table de vérité à part entière pour la deuxième formule. Il n'y avait pas de... Les deux méthodes étaient acceptées tant que les tables étaient correctes. Bien sûr, il faut que toutes les sous-formules apparaissent. Donc ça, je l'ai déjà dit. Il faut que dans la table, à chaque fois qu'on a une formule, comme ici non Q ou R, on ait toutes les sous-formules, donc à savoir non Q ou R qui apparaît bien ici, et dans non Q ou R, il y a comme sous-formule non Q. Voilà, il ne fallait pas oublier les négations des variables propositionnelles comme sous-formule. D'accord ? Allons-y pour le remplissage. Alors, une dernière question, ici, combien de lignes comporterait une table de vérité pour une formule avec 7 variables propositionnelles? Vous aviez, selon les sujets, 7 ou 6, je crois. Bon, le nombre de variables propositionnelles différentes détermine le nombre de lignes, c'est 2 puissance le nombre de variables, d'accord? Donc ici, la réponse, c'était bien, vous pouviez vous contenter d'écrire 2 puissance 7 égale 128 lignes, ça suffisait. Voilà. Si vous écrivez juste 2 puissance 7 sans faire le calcul vous-même, c'est incorrect. Hein. Quand on vous demande un nombre, évitez de répondre 4 fois 3, voilà. Vous mettez 12, ici c'est pareil, c'est des multiplications par 2, on attend de vous que vous mettiez le résultat entier. Okay. Vous pouvez mettre juste 128, on ne demandait pas de justification, ou donc 64 si vous aviez 6 variables propositionnelles. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice 3, les exercices n'étaient pas forcément dans le même ordre, hein, selon les sujets, peu importe, c'était à peu près les mêmes. Calcul des prédicats. Donc ici, surtout des questions de cours, il n'y avait pas de difficulté technique. La définition des variables libres, donc on avait vu en cours, j'avais fait des petits quiz, des petits QCM directs dans l'amphi pour ceux qui étaient là, donc c'était exactement la même chose. Une variable libre, c'est quoi? C'est une variable qui n'est pas quantifiée. Une variable quantifiée, c'est quoi? Et bien, par exemple, si vous avez pour tout x p de x, là la variable elle n'est pas libre parce qu'elle est associée au quantificateur. Par contre, si vous rajoutez un q de y et que ça c'est l'unique formule que vous avez, et bien la variable ici elle est bien libre. Ok, bon, petit détail, la variable c'est x et y, hein, donc si je vous demande d'entourer une variable, c'est la variable qu'il faut entourer et pas la sous-formule en entier. Vous êtes nombreux à avoir mis q de y, q et p c'est des symboles de prédicat, ce ne sont pas des variables, donc faites attention, ici c'est... Bon, vous perdez 0,25 points je crois si vous avez fait ça, c'est pas très grave, mais c'est idiot de perdre ça par manque de précision sur la lecture de l'énoncé. Donc je vous encourage à être
être vigilant sur les consignes, comme d'habitude. Alors, donc regardons ensemble. Donc il existe Y. En fait, la technique ici, c'est de regarder vraiment les parenthèses, c'est de voir le quantificateur qu'on a, c'est-à-dire il existe et pour tout, il a une variable, quelle est la formule sur laquelle il porte. Une façon de faire ça, donc c'est de regarder les sous-formules. Donc par exemple ici, le pour tout z qu'on a ici, la parenthèse qui le referme, c'est celle-là, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le z qui est quantifié, ici, il va porter sur le z qui est là, mais il ne va pas jusqu'au z qui est ici, d'accord? Donc, voilà. Deuxième chose, le x qui est ici, c'est pareil. Il quantifie que sur cette formule-là. Ok. On a donc ici une formule qui est composée d'une conjonction avec trois formules. Le pour tout x avec la formule en vert, le pour tout z avec la formule en rouge et la formule en bleu qui n'est pas quantifiée. Et enfin, on a ici ces parenthèses-là qui veulent dire que le y qu'on a ici concerne l'ensemble de la formule. D'accord? Alors ici, donc la solution pour les variables libres, regardons. Le x ici, il n'est pas libre, puisqu'il est quantifié par le x là. Le y ici n'est pas libre non plus, puisqu'en fait, tous les y qui vont apparaître ici, entre les parenthèses jaunes, sont liés par le quantificateur existentiel qu'on a au tout début. Dans la formule rouge, donc le y à nouveau, hein, pareil, hein, il est entre les parenthèses jaunes, donc il n'est pas libre. Le z ici, il n'est pas libre, puisqu'il est quantifié ici par le pour tout z. En revanche, le x l'est. Donc, allons-y. Hop, on l'entoure. Et dans la formule de droite, il n'y a que le y qui n'est pas, libre, puisqu'il est quantifié au tout début par celui-là. Donc, le x et le z sont des variables libres. Ok. Rappelez la définition d'une interprétation pour le calcul des prédicats. Donc bon, ça c'est une question de cours, hein, je ne vais pas m'étendre dessus. Alors, une définition de cours, c'est assez précis en général, hein. Vous avez été assez nombreux à écrire des paragraphes un peu, bon, je ne vais pas dire fantaisistes, mais originaux on va dire par improvisation sur ce que ça peut vouloir dire qu'une interprétation du calcul des prédicats. La réponse qui est attendue, c'est assez rigoureux, c'est-à-dire j'attendais vraiment la notion de domaine, d'accord, qui est un ensemble d'individus éventuellement, et également ce qui était très important, c'est pour chaque symbole de prédicat ou pour chaque prédicat, un sous-ensemble du domaine. D'accord. La notion de sous-ensemble ici, elle est vraiment cruciale. Si vous ne l'aviez pas dans votre définition, c'est que je considérais que vous n'aviez pas la bonne définition. Un sous-ensemble du domaine. C'est important parce que si vous avez une interprétation du calcul des prédicats où vous mettez comme domaine par exemple, voilà, enfin j'en ai déjà parlé, mais si vous mettez comme domaine les entiers naturels et que pour un prédicat P vous mettez les nombres réels, d'accord, et que vous mettez pour un prédicat P les nombres réels, ça marche pas. Il faut vraiment que les prédicats soient des sous-ensembles du domaine, ça doit être des sous-parties. Donc ça peut pas être quelque chose de plus grand, vous pouvez pas avoir P qui contient racine de 2 qui n'appartient pas à N, ça c'est pas une interprétation, mathématiquement c'est mal défini, d'accord, donc c'était une erreur possible. Donc pour la correction, les formules, je crois que c'était à peu près les mêmes dans tous les sujets. Une interprétation dans laquelle ça c'est vrai, donc c'est pas très compliqué. Pour les interprétations, évidemment, il fallait pas oublier de préciser le domaine. Et si vous n'aviez pas le domaine, c'était pas une interprétation, c'est mal défini, donc c'était pas bon. Domaine, vous pouviez mettre
peu importe, un ensemble, ça pouvait être un ensemble de nombres, les exemples avec les animaux marchaient, bon, il n'y a pas de... il n'y avait rien de contraint là-dessus, et il fallait pour P et Q donc des sous-ensembles du domaine. Voilà, dans le cours, ces sous-ensembles étaient notés comme ça avec les doubles crochets. Bon, c'est pas... Si vous l'avez noté autrement, évidemment, c'est pas très grave. Ici, qu'est-ce qu'on a dans cette formule? On a il existe x, px, c'est-à-dire que P ne doit pas être vide. Il fallait un exemple où P est non vide, d'accord? Et Q, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? On a pour tout y, P de y implique Q de y, c'est-à-dire que tous les éléments qui vérifient P vérifient Q, donc Q doit contenir P. Ok, ou autrement dit, P doit être inclus dans Q. Et là, tous les exemples marchaient, c'est-à-dire, bon, par exemple, je sais pas moi, domaine, les entiers naturels, P 0 et Q 0, 1, ou alors P les multiples de 2 et Q les multiples de 1. Voilà, bon, c'est tous ces exemples-là marchaient. Pour la formule fausse ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, là, il faut se rappeler que quand on a une formule pour tout qui est fausse, il faut trouver un contre-exemple. Donc en fait, une fois qu'on se rappelle de ça, c'est pas si compliqué. Parce que là, ce qui est bizarre, c'est le fait que le pour tout y, il soit écrit ici, alors que le y apparaît à droite de l'implication. Donc c'est un peu difficile à lire. On a envie de dire pour tout y tel que quand tous les q de x, etc. Bon, c'est pas très intuitif, c'est fait exprès. Mais par contre, si vous vous rappelez que montrer qu'une formule universelle, donc avec un quantificateur pour tout, est fausse, c'est donner un contre-exemple, eh bien ça devient facile. Il faut juste trouver une interprétation dans laquelle vous avez des x et des y qui rendent la formule fausse. C'est au moins un x et au moins un y, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, bon, pour le domaine, un ensemble, il faut que Q et P aient au moins un élément en commun, parce qu'il faut que, pour que votre formule soit fausse, il faut, car c'est ce qui est demandé, il faut que ça, ce soit vrai, et ça, ce soit faux. On est d'accord, c'est ça qu'on recherche. Donc pour que ça, ce soit vrai, il faut que vous ayez un x qui vérifie à la fois Q et P. Donc, ils doivent avoir un élément en commun, qui est au moins un, ça peut être tous les éléments, peu importe. Et quant à Q, il doit avoir au moins un élément qui n'apparaît pas dedans. C'est-à-dire il faut qu'on puisse trouver un y ici qui soit pas dans Q, donc ça veut dire que Q doit être différent du domaine. Si Q c'est égal à tout le domaine, vous ne trouverez jamais un y qui rend la formule fausse, donc ça marche pas. Quelles étaient les erreurs possibles du coup? Eh ben, soit de prendre, je sais pas, si vous prenez les entiers naturels comme domaine et pour Q vous prenez les multiples de 1, ça marchait pas. Vous trouvez aucun entier naturel qui n'est pas un multiple de 1, donc l'interprétation ne rendra jamais la formule fausse. Ou vice versa, si votre antécédent est toujours faux, si par exemple pour Q vous prenez les nombres impairs et pour P les nombres pairs, je crois que j'ai vu ça, et bien l'antécédent sera toujours faux, quels que soient les x, donc la formule sera toujours vraie, et ça marche pas non plus. Ok, voilà pour cet exercice sur le calcul des prédicats, donc comme je vous disais, hein, surtout une application du cours. On va pouvoir passer à l'exercice 4, le dernier, pas le plus difficile, mais il fallait avoir tenu la distance jusqu'à la fin du semestre, puisque c'était du coq. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, je vais faire un peu de place. Donc, on a, je vais noter, je vais me faire mon petit brouillon à côté. On nous demande
de commenter une preuve dont le but est B implique non C et l'hypothèse non C ou non C ou A et B. Ok, sur l'écran de Coq, ces trucs-là sont séparés par une ligne. Okay, c'est l'espèce de petit encadré que vous aviez en haut de l'IDE. Et on nous demande de regarder ce qui se passe au niveau des buts avec les tactiques suivantes. Donc, quand on fait intro H1, là, il n'y a pas de difficulté. On a une nouvelle hypothèse qui apparaît, qui est donc l'antécédent de l'implication B, et on se retrouve à devoir prouver non C. Ok. Donc ici, on me demande de noter uniquement l'évolution des buts, hein, pas des hypothèses. Donc c'est bien non C. Ensuite, case H, donc deuxième tactique, ça c'est le raisonnement par cas sur la disjonction. Le raisonnement par cas sur la disjonction, il fallait se rappeler que ça crée deux buts, un peu comme en déduction naturelle, mais avec des flèches. C'est-à-dire qu'on va essayer de montrer non C, on va essayer de le montrer avec cette hypothèse-là et avec cette hypothèse-là. Et comment Coq écrit ça? Eh bien, Coq génère deux buts. D'une part, celui avec l'hypothèse H, non C implique non C, avec l'hypothèse ici, et d'autre part, A et B implique non C. Ok, c'est à chaque fois on prend comme notre hypothèse c'était une disjonction, on prend les deux possibilités comme hypothèse, il fallait pas se tromper dans le sens de la flèche, et on continue. Donc ici on pouvait le noter, bon, avec les puces ou pas, ça c'était l'affichage précis, c'était pas très important. Non C implique non C, ou A et B implique non C. Alors ici on a à nouveau une introduction. La tactique, même si on n'a pas mis de puce en Coq, va travailler sur le premier des deux buts qui ont été générés. Okay. Donc ici on va se retrouver avec le but non C, d'accord, on aura le H2 qui aura été rajouté. Ici, alors, en Coq, le deuxième but n'apparaît plus. À ce moment-là, quand vous focalisez sur le premier but, cette partie-là, A et B implique non C, elle existe toujours, puisque ça reste le but suivant à montrer, mais elle n'apparaît pas, elle est cachée. Coq nous dit c'est le but 1 sur 2, etc. Bon, que vous l'ayez mise ou pas, j'ai pas fait la différence, parce que c'est vraiment un détail d'affichage et c'est pas intéressant d'un point de vue logique. Ensuite, on a Assumption, donc cette tactique qui permet de dire que la preuve est finie, puisque on a non C comme but et on a également non C dans les hypothèses. Donc, une fois qu'on a fait ça, Coq nous dit qu'il reste un but à montrer. Donc cette fois, celui-ci apparaît bien. Hop, hop. Voilà. Et après l'introduction, on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. On a rajouté une hypothèse et on a à nouveau, alors c'est H4, hein, oui, H4, je ne mets pas forcément dans l'ordre, mais A et B, en sachant que, bon, ça je vous demandais pas de le noter, mais la première hypothèse non C avait disparu, hein, puisque c'était pour la première partie du raisonnement par cas, pour la branche de gauche. Voilà, non C et intro H5, voilà, petit piège. Ici, il fallait se rappeler que non C, c'est la même chose en Coq, que C implique false, donc ici, on se retrouve avec comme but false et comme hypothèse C, d'accord?
puisque à nouveau énoncé implique false. Donc ici il n'y avait pas d'erreur particulière. Voilà pour la fin de cette preuve en coq. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh bien, on vous demande sur le point 2 si cette preuve peut être complétée ou non. Alors, la réponse est non. Et la justification qui était attendue, c'est que, un peu comme avec la déduction naturelle tout à l'heure, il faut se rappeler qu'en coq, on montre que des trucs qui sont vrais. D'accord? On va pas pouvoir montrer en coq une formule propositionnelle qui n'est pas une tautologie. Et il se trouve que ici, quand on regarde simplement l'énoncé, la justification qui était attendue, c'est que avec comme hypothèse non C ou A et B, et comme but, je vais vous remettre l'énoncé, et comme but B implique non C, eh bien on peut pas prouver ça parce que B implique C, c'est pas vrai sous l'hypothèse H. D'accord? Là j'attendais un argument logique qui dit que on peut pas compléter la preuve. Il n'y avait pas forcément d'argument technique parce que parfois on pourrait se dire bah oui, on peut pas faire une intro, un machin, bon, il y a toujours des tactiques, le raisonnement par l'absurde, on peut toujours essayer de continuer à faire la preuve plus longue, à la repousser, mais la terminer, enfin, si on sait qu'on ne peut pas la terminer, c'est parce que c'est faux, tout simplement. Voilà, si on fait un raisonnement par cas, c'est non, c'est ici. Si on fait un raisonnement par cas, on dit oui, si c'est cette partie de la disjonction qui est vraie, on arrive à prouver l'implication, puisqu'on arrive à prouver le conséquent, un peu comme dans la preuve de déduction naturelle de tout à l'heure. Mais en revanche, si c'est cette partie qui est vraie, ça va pas marcher. Si j'ai comme hypothèse A et B, je peux pas en déduire B implique non C. D'accord? J'ai pas cette information-là, j'ai plus d'informations sur C, donc c'est logiquement faux ce qu'on cherche à prouver, donc évidemment on n'y arrivera pas à le faire en coq. C'était la réponse attendue. Alors, dernier point, mais pas le moins important, comment j'ai noté? J'ai fait en sorte que les exercices aient à peu près le même nombre de points pour que ce soit équilibré. Alors, pour la formalisation, j'ai fait un point par question, tout simplement. Donc ça faisait un exercice sur 5. Pour les formules propositionnelles sur la déduction naturelle, j'ai mis 2 points sur cette question et également 2 points sur celle-ci, avec 1 point pour la preuve de chaque côté de l'équivalence. Quant aux tables de vérité, c'était également sur 2 points pour la correction de toutes les tables. Combien de lignes comporterait, ça c'était une question sur un demi-point. Ensuite, le calcul des prédicats, donc les variables libres, 0,75 points. La définition d'une interprétation pour le calcul des prédicats, également 0,75 points. Quant aux 2 interprétations, les 2 étaient sur 1,5 point, donc ça faisait un exercice sur 4 points et demi. D'accord? L'exercice 3. Quant à l'exercice 4 de coq, le tableau était sur 3 points et la question était sur 1 point, donc ça faisait un exercice sur 4 points. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je le disais, pour la suite de la chaîne, elle sera consacrée sans doute à mes enseignements du second semestre, plutôt sur le master et la compilation. J'y mettrai des astuces pour gérer des projets en Java également, mais ça sera de la programmation un peu avancée. Je reviendrai sans doute pour la L1 à partir de l'année prochaine pour le cours de logique également, rajouter du contenu, pourquoi pas essayer de faire des vidéos didacticielles un peu plus complètes.
C'est la première année que j'utilise ce format pour accompagner les cours et l'aide à la révision, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pour savoir si je continue ou pas. Que dire de plus? Je vous souhaite un bon courage et de bonnes révisions pour, si vous êtes amené à passer en deuxième session pour la logique. N'oubliez pas les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pendant la correction, ainsi que ceux des autres vidéos. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des demandes, des interrogations, et de toute façon, on va continuer à se croiser en TD, en TP, pendant le semestre suivant, même si ce n'est plus les cours dont je serai responsable. Je vous dis donc à bientôt, bonne rentrée, bons examens s'il vous en reste, et à la prochaine.